Jean Jean-Michel Sanchez, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien. Bonjour à Bien, tous. merci. Ravie de vous retrouver pour, une nouvelle conférence en fait, en l'absence de monsieur Martin effectivement, je vous ai proposé un créneau de remplacement et spontanément et je vous en remercie, vous avez accepté effectivement de proposer Raphaël, apogée de la Renaissance italienne. Je vous laisse la parole et bonne conférence. Merci. Merci. Voilà, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver, donc très nombreux, virtuellement, mais quand même en direct. Alors, il est vrai que parler de Raphaël, ça peut paraître de prime abord, comme lorsqu'on parlerait de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de tous ces grands noms de la Renaissance, ça peut paraître un sujet un peu bateau. Mais vous savez, il faut être très prudent parce que c'est pas parce qu'on nous parle assez volontiers de ces grands maîtres qu'on les connaît nécessairement bien. D'autant que on a fêté en 2019 et jusqu'à début 2020, jusqu'à la veille d'ailleurs du premier confinement, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Il s'avère que Raphaël est mort un an plus tard. Et on aurait dû, donc je dis bien on aurait dû le fêter l'an dernier, mais vu les circonstances à l'échelle mondiale, vous vous doutez bien que beaucoup d'expositions, beaucoup de manifestations qui étaient prévues pour cette commémoration ont été annulées et que du coup, notre cher artiste est passé un peu inaperçu. Et c'est pourquoi je voudrais donc modestement vous proposer cette conférence aujourd'hui. En effet, vous voyez que Raphaël a eu une vie très courte, mais cela dit bien remplie. Il a été très actif, très prolifique. C'est un homme qui travaillait avec beaucoup d'acharnement, intensément, et qui est mort en effet très jeune, trop jeune. Et on pourrait être étonné par le sous-titre Apogée de la Renaissance italienne lorsqu'on sait que Michel-Ange est mort en 1568, donc bien après. Et pourtant, vous avez tous entendu parler de Vasari, Giorgio Vasari, qui était ce grand peintre et architecte italien du XVIe siècle, lequel a été aussi le premier historien de l'art. Car en effet, il nous a laissé les vies des peintres et des plus grands artistes de son temps, depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIe siècle. Et donc, il est le premier à consacrer un chapitre assez conséquent à chacun de ses grands maîtres et beaucoup d'autres même, y compris donc de Raphaël. Et je vous montrerai d'ailleurs, à la fin, ce sera la conclusion même de la conférence de ce jour, je vous ai mis une phrase extraite donc de ce chapitre sur Raphaël par Vasari, où vous verrez ce que Vasari dit lui-même donc de Raphaël et qui justifie le sous-titre que j'ai donné, Apogée de la Renaissance italienne. Alors, il s'avère, chers amis, que notre artiste est né donc à Urbino et il va y rester donc, vous voyez, dans cette période de 1483 jusqu'à 1499. Urbino n'est autre que le fief de la puissante famille des Montefeltre. Et vous verrez que toute sa vie durant, notre artiste va être attaché de près ou de loin à ses origines et répondre à des commandes issues notamment des Montefeltre et de leurs successeurs. Alors, dans sa jeunesse, première question, comment a-t-il appris le métier de peintre? Il était aussi architecte, c'est moins connu. Il nous a laissé en fait quasiment rien en matière d'architecture, si ce n'est des dessins, des projets, mais il a quand même été pendant très peu de temps l'architecte en chef de la basilique Saint-Pierre de Rome, au moment où celle-ci était au début de sa reconstruction. Il a été, semble-t-il, l'élève de son propre père, qui lui-même était un peintre, plus méconnu, mais quand même assez talentueux. Et il a eu ensuite, semble-t-il, un deuxième maître. Alors même si on n'en a pas de preuves concrètes, je dirais que c'est l'évidence en matière de style et surtout par le séjour qu'il fera à un moment donné à Perugia, à Pérouse. Il sera l'élève du Pérugin, dont le style d'ailleurs, vous verrez, est absolument incroyable et aura une très profonde influence jusqu'à ses derniers instants sur le jeune Raphaël. Alors, voyons d'abord Urbino, voilà la merveilleuse cité d'Urbino, vous voyez cette superbe cité médiévale sur une colline entourée
de murailles. On voit le palais ducal, vous voyez, en haut sur la gauche, qui domine la ville, qui est un palais ducal extraordinaire d'ailleurs, hein. C'est même le monument par excellence quand on va visiter Urbino, avec même les portes de chacune des salles à l'intérieur qui sont des chefs-d'œuvre de marqueterie, dessinés par Botticelli. Enfin, c'est vraiment un joyau. Donc, il est né dans cette petite ville merveilleuse. Alors, entre 1500 et 1504, donc, il va, après avoir fait son premier apprentissage chez son père, il va faire ce séjour à Perugia, dans l'atelier du Pérugin. Alors, on a des sous-entendus là-dessus, mais je vous dis, on n'a pas de preuves concrètes, mais vous verrez que le style est tellement, tellement proche, surtout les premières années, qu'il est absolument incontestable qu'il n'ait pas travaillé avec le Pérugin. Alors voilà d'ailleurs le Saint-Sébastien qu'il a réalisé, qui a été une de ses toutes premières œuvres, vous voyez, réalisée autour de 1502-1503. Et c'est un Saint-Sébastien qui sort de l'ordinaire, parce que généralement, on nous montre Saint-Sébastien debout, le corps percé de flèches, objet de son martyre. Et là, au contraire, il nous montre ce jeune homme portant délicatement dans sa main droite la flèche pour rappeler que c'est l'objet de son martyre. Et il nous montre un visage d'une grande finesse, d'une grande pureté, très efféminé d'ailleurs, il faut le dire, et c'est, vous le savez, une des tendances de la Renaissance. La Renaissance qui, rappelons-nous succinctement, se prend de passion dès le début du XVe siècle pour la redécouverte de l'Antiquité gréco-latine. Les écrits, les œuvres d'art, tout ce qui peut concerner l'Antiquité, ce qui va déboucher sur le mouvement néoplatonicien et l'humanisme, ce grand mouvement de pensée qui place l'homme au centre de l'univers. Et il est vrai que très souvent, c'est très connu de nos jours, la majorité de ces artistes des 15e et 16e siècles sont tous homosexuels, exactement comme beaucoup d'ailleurs d'hommes dans l'Antiquité, dans ces sociétés très fermées et très masculines chez les Grecs et chez les Romains. Et curieusement, au XVe et XVIe siècle, dans ce retour à l'antique, nous avons également, curieusement, un peu ce retour des choses aussi, semble-t-il, dans ce domaine-là. Et si je vous parle de cela, c'est parce que le jeune Saint-Sébastien, vous avez là sous les yeux, est absolument surprenant. C'est un homme, c'est une femme, on ne sait pas très bien. Beaucoup de ces artistes de la Renaissance, dont Raphaël, aiment un peu cultiver cette ambiguïté. Et je pense que c'est surtout Léonard de Vinci, d'ailleurs, qui l'a cultivé de son côté. En tout cas, ici, Raphaël nous montre déjà un talent époustouflant. C'est un grand coloriste, c'est clair. Regardez la précision des vêtements, des galons brodés de fil d'or, hein, la délicatesse extrême de cela, les cheveux, on a l'impression que chaque cheveu tous les cheveux ont été peints les uns après les autres, voyez-vous, un travail de grande minutie, de grande patience, et puis ces paysages à l'infini, qui en effet, à un moment donné, chez beaucoup d'artistes de la Renaissance, sont utilisés comme fond, y compris de portraits, sans qu'il y ait pas de lien particulier, d'ailleurs généralement entre l'un et l'autre. Mais ici, Raphaël va nous laisser des paysages absolument merveilleux, beaucoup plus réalistes d'ailleurs que ce que faisait Léonard de Vinci de son côté. Alors Léonard, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'à un moment donné, les deux maîtres vont se rencontrer et Raphaël va même être influencé pour certaines œuvres, et notamment par rapport à ce qu'il a pu voir chez Léonard. Alors voilà une autre œuvre de jeunesse qui est cette Madone, cette Vierge à l'enfant d'un tout petit format, qui est peinte sur bois et qui est conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On a l'impression que c'est même une grosse enluminure, voyez-vous. Une Vierge toute pure, toute fragile également. Et son maître Pérugin peignait également dans ce style-là. Mais regardez dans le paysage à l'arrière, surtout dans la partie gauche, la finesse et la délicatesse des arbres. Ça sera une des tendances également de Raphaël de peindre les arbres de cette manière-là. Or, il s'avère que Pérugin aussi peignait un peu les arbres de cette manière. Alors, voilà justement un tableau qui, pendant longtemps, a été attribué à Pérugin. Et puis, on s'est rendu compte un jour, en retrouvant le prix fait, c'est-à-dire le devis d'origine pour la réalisation du tableau,
qu'il est bel et bien de Raphaël. Et là, on a l'impression que c'est vraiment un art de plagiat. C'est-à-dire que c'est vraiment son maître qui l'a réalisé, il n'y a aucune invention particulière. Bon, le calvaire avec non seulement le Christ et les anges qui récupèrent dans des calices le précieux sang, mais au pied de la croix, donc nous avons la Vierge, Marie-Madeleine, Saint-Jean et Saint Jérôme également, un Saint Jérôme pénitent. Mais tout dans ce tableau, le style, même la forme des phylactères, vous voyez, autour des anges, ces sortes de rubans qui flottent là dans les airs. Le paysage, la silhouette des arbres, tout cela est conçu à la manière de son maître. Donc il est clair que Pérugin l'a marqué vraiment à vie, à la fois par la précision, la qualité du dessin, la clarté du dessin, disaient les spécialistes, mais également un panel de couleurs merveilleuses. Et vous verrez que d'ailleurs, cela va évoluer et qu'il va devenir de plus en plus un brillant coloriste. Alors, quelquefois, selon les commandes auxquelles il va répondre, il va aussi répondre à des sujets, devoir présenter des choses qui a priori ne sont pas sa première passion, notamment des saints tels que Saint Georges ici, ce chevalier. Alors vous savez qu'il y a tout un légendaire, bien sûr, autour de Saint Georges, une princesse qui est représentée d'ailleurs au fond à droite avec une tunique rouge, était la proie d'un abominable dragon. Saint Georges vient donc la délivrer, donc c'est cet épisode ici qui est représenté, voyez. Donc du coup, le sujet n'appelle pas une grande catégorie de couleurs. On a des couleurs au contraire un peu chaleureuses, mais les paysages, vous voyez, sont de plus en plus soignés. Alors, nous abordons une période assez courte, mais importante de la vie et de la carrière de Raphaël. C'est sa période florentine. En effet, Florence, jusque dans les toutes premières années du XVIe siècle, va être le grand chantier. C'est Rome ensuite qui prendra le relais. D'ailleurs, déjà dans les années, vous voyez, où il se trouve à Florence, ce sont vraiment les dernières années où Florence est le grand chantier artistique en Occident. Et alors qu'en 1503, à Rome, le pape Jules II vient d'être élu et il va faire de Rome une ville digne de ce nom et il va en faire un gigantesque chantier. Donc Florence va passer un peu dans l'oubli, d'autant que les Médicis ne seront plus au pouvoir pendant un certain temps, tandis qu'à Rome, la ville va devenir le nouveau grand chantier artistique de la seconde Renaissance italienne, c'est-à-dire celle du XVIe siècle. Alors, cette période florentine se caractérise d'abord par d'admirables portraits. Ici, vous avez François-Marie de la Rovere. Alors, ce François-Marie de la Rovere, qui était-il? Il est mort en 1538. C'était un condottiere, c'est-à-dire une sorte de militaire, de chef d'armée qu'on pouvait payer, qu'on pouvait faire intervenir selon telle ou telle nécessité un peu particulière. Mais il a quand même fini duc d'Urbino. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, voilà, on a de temps en temps le retour au lieu de ses origines. Vous voyez, il répond à distance à des commandes qui concernent sa ville natale. Alors ici, ce qui est impressionnant, c'est la précision et le réalisme du col de fourrure du vêtement de ce jeune homme. Vous voyez qu'on sent la matière, quasiment, on sent la douceur et la chaleur de la fourrure, voyez-vous. Alors ce tableau, on l'appelle aussi parfois l'homme à la pomme, puisqu'en effet, il y a une pomme. Et puis, il a ce regard très présent. Contrairement à beaucoup de ses confrères de la même époque, dans ses portraits, qu'ils soient peints ou sculptés, Raphaël nous montre des visages qui sont quand même bien dans le temps et non pas intemporels comme d'autres, où on ne sait pas trop où est-ce qu'il regarde ni ce qu'il regarde. Là, on a au contraire quelqu'un qui nous regarde, nous spectateurs, vous voyez, et ce sont des portraits certainement toujours très réalistes, ceux de Raphaël, toujours. Alors, il y a aussi des portraits féminins. Vous avez, par exemple, ici, ce portrait d'Élisabeth de Gonzague, qui a été duchesse d'Urbino à un moment donné. Alors, c'est un des rares portraits peints par Raphaël qui soit présenté de face, à quelque chose près. Bon, une femme qui n'a peut-être pas une silhouette extraordinaire, mais qui a cette tête un peu allongée. Et il est vrai que c'est très difficile techniquement pour un peintre
de nous présenter, par exemple, de face, le relief du nez, par exemple. C'est ce qu'on appelle un raccourci, hein, techniquement. Bon, en tout cas, ici, vous voyez que toujours sur ces paysages avec des camailleux de bleu, ici plutôt avec un coucher de soleil, vous voyez, très, très léger, très délicat, il nous montre les chaînes, le sautoir. Il nous montre aussi la beauté de son vêtement. D'ailleurs, avec un tissu qui a des motifs très modernes, hein, pour l'époque. Ça pourrait presque être d'actualité, voyez-vous. Et puis cette coiffe également délicate, bien rangée. Ça, c'est un magnifique portrait qui se trouve à la Galerie des Offices à Florence. Alors, dans les œuvres de jeunesse, il y a également le célèbre, c'est un des tableaux même les plus célèbres du maître, le célèbre mariage de la Vierge avec Saint Joseph. Alors là, ce tableau s'inspire aussi très fortement d'une autre œuvre du même thème, peinte par le Pérugin. Ici, il donne à tous ces personnages, quels qu'ils soient, une grande finesse, presque une féminité. On a l'impression que ce sont des poupées de porcelaine. Et voyez également la délicatesse des gestes. Le moment où Joseph passe l'anneau à l'annulaire de la Vierge, le grand prêtre qui est entre les deux, et sur le devant, à droite, vous avez un jeune homme qui est en train de casser avec son genou un bâton. Car en effet, dans des évangiles apocryphes, on nous dit que celui qui serait donc vraiment le mari véritable, celui que la Vierge devra en effet choisir, c'est celui dont le bâton fleurira. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, on voit le bâton avec le bout fleuri de Saint Joseph, alors que le jeune homme, lui, au-devant, est très déçu, le bâton n'a pas fleuri, voyez-vous. Bon. Derrière le jeune homme qui casse le bâton, vous avez sur la droite un jeune personnage de face, vêtu quasiment de noir. Eh bien, c'est un autoportrait de Raphaël. Raphaël s'est portraituré lui-même dans plusieurs de ses œuvres, ce qui était d'ailleurs une tendance assez fréquente chez ces artistes de la Renaissance. Il y a un côté, disons-le, un peu narcissique chez ces artistes de la Renaissance. Vous voyez, parce que la Renaissance est tellement exaltée, attirée, en pamoison devant la beauté humaine, le génie humain, voyez-vous, qu'on n'hésite pas même à se représenter soi-même. Ce qui montre qu'il était quand même conscient de son génie aussi, certainement. Et puis surtout à l'arrière, sur cette belle perspective admirablement maîtrisée désormais, vous avez ce tempietto, voyez, qui s'inspire assez fortement de celui que Bramante a construit à Rome, non loin du Vatican, sur la colline du Janicule, et qui est une architecture d'inspiration franchement antique, voyez, avec ses colonnes, ses arcs plein cintre, remarquez le parvis, et au centre, la porte centrale, euh, qui traverse tout le bâtiment, qui permet de voir à nouveau le ciel là-dessus du paysage, ce qui, mine de rien, allège la composition. Et puis, c'est le point de fuite de toute la composition en perspective de cette œuvre. Bon, vous savez aussi peut-être que cette œuvre a eu un tel succès que jusqu'à l'époque contemporaine, les reproductions de ce tableau serviront d'imagerie pieuse très fréquente, notamment pour les premières communions. Alors, il y a aussi la série, on a vu Saint-Georges, mais il y a la série aussi des Saint-Michel-Archange. En voilà un très connu. Celui-là aussi se trouve souvent dans l'imagerie populaire pieuse. Alors, vous voyez que Saint-Michel est en train de terrasser le dragon, c'est-à-dire Satan, et vous avez dans le lointain de véritables animaux maléfiques, diaboliques, monstrueux, des petits démons également qu'on aperçoit avec des rochers en arrière-plan, une ville également qui semble être dans les flammes et d'où s'échappent des fumées, des vapeurs sulfureuses. C'est une représentation de l'enfer. Cela dit, très sobre ici, parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'imaginaire, rajouter beaucoup, beaucoup d'autres choses. Rappelez-vous la représentation de l'enfer de Jérôme Bosch, par exemple, bon, et tant d'autres. Là, il va vraiment à l'essentiel. Et officiellement, c'est un Saint-Michel. Officieusement, c'est un beau jeune homme, là aussi un peu efféminé, voyez-vous, avec une belle posture qui nous montre que Raphaël connaissait très bien et a bien observé la statuaire romaine. Alors voilà, dans les mêmes années, un autoportrait de Raphaël, ce Raphaël jeune. Alors Raphaël, donc, il est connu
par cet autoportrait, par un autre également que je vous montrerai tout à l'heure, qui a été fait peu avant sa mort, mais où il n'est pas seul, et puis également les quelques fois où il s'est portraituré dans telle ou telle de ses compositions. Voilà, un jeune homme là aussi avec la coiffe à la mode dans l'ensemble de l'Italie à ce moment-là, les cheveux quand même assez longs, voyez-vous, et des vêtements très sobres et un chapeau très sobre également. Pas de paysage en arrière-plan, hein, vraiment. C'est plutôt une certaine austérité. Alors, c'est un jeune homme, bon, je vous dis, plutôt efféminé. Peut-être avez-vous regardé il y a peu de temps une émission qui est passée à la télévision dans Secret d'Histoire, qui était consacrée à Raphaël. Alors, j'en ai vu une partie, c'était pas mal fait du tout. Et on a beaucoup insisté dans cette émission sur le fait que Raphaël était un homme à femmes. Il aimait les femmes par-dessus tout. Alors là, on en a rajouté, surajouté, ce qui est un peu, reconnaissons-le, la tendance hélas de cette émission. Mais moi, je peux vous dire que Raphaël, certes, était un homme à femmes, mais qu'il aimait aussi les hommes comme beaucoup d'autres artistes donc, de cette époque. Alors, il y a parmi les grands chefs-d'œuvre, parce qu'en fait, Raphaël est surtout connu par ces œuvres que je suis en train de vous présenter, qui sont des peintures en fait en atelier, ce qu'on appelle des peintures de chevalet. Ce sont des peintures sur bois, parfois sur toile, mais plutôt sur bois, selon une tradition encore très courante à l'époque, du bois qui était poli à la perfection, recouvert de plusieurs couches de gesso, c'est-à-dire d'un enduit spécial contenant de la poudre de marbre, etc. Chaque fois poli avant de passer encore une autre couche pour que le panneau soit parfait, parfaitement lisse. Et on avait donc un panneau tout blanc. Donc, à la Renaissance, chers amis, on peignait sur fond blanc, alors que par la suite, au XVIIe et XVIIIe siècle, on va peindre sur des fonds souvent ocre, voire rouge, parce que la préparation qu'on mettait sur les supports, et notamment sur les toiles, qui deviendront par la suite beaucoup plus courantes, faisait qu'on avait donc ce côté argileux, voyez-vous. Et donc là, non, on peint sur fond blanc. Ça se ressent d'ailleurs dans l'ensemble des couleurs et dans ce qui est sous-jacent, voyez-vous. Alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que dans ces merveilleuses Vierges à l'enfant, avec en plus Saint Jean-Baptiste enfant, vous avez la Madone dont Raphaël renouvelle aussi parfois, c'est le cas ici, ça c'est la Vierge chardonneret, l'iconographie traditionnelle de la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge ici n'a pas de voile. On a l'impression que c'est plutôt une femme du peuple. Il a simplement conservé les deux couleurs officielles de la Vierge, sa robe rouge, puisqu'elle est reine des martyrs, et en même temps le rouge est couleur royale depuis l'Antiquité, et puis son manteau bleu, puisqu'elle est la reine du ciel, voyez-vous. Et ici, c'est un bleu de grande qualité. On sait que Raphaël utilisait généralement le fameux lapis lazuli, qui coûtait à l'époque un prix d'or, hein, vraiment. Donc c'était vraiment le nec plus ultra. On est dans un superbe paysage, assez réaliste, mais certainement imaginaire en même temps, hein. La délicatesse aussi de ces arbres, surtout des feuillages. Je vous avoue que j'aime passionnément les arbres de Raphaël, vraiment. La Madone est d'une très grande beauté. Mais de prime abord, on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'agit d'une Vierge à l'enfant. Je vous dis, c'est plutôt, mine de rien, une manière de représenter le thème de la Vierge à l'enfant un peu désacralisée. L'absence de voile, vous voyez, de ces petits détails. Et d'ailleurs, cette tendance dont Raphaël en fait partie, dans plusieurs de ses œuvres, sera dénoncée par la suite au XVIe siècle au Concile de Trente. Alors la suite des portraits, dont la célèbre dame à l'hermine, alors cette femme à l'hermine, on ne sait pas en fait de qui il s'agit. Simplement, lors de la restauration, il y a une trentaine d'années de ce tableau, on s'est rendu compte que ce curieux animal qu'elle porte dans ses bras, on dit une hermine, mais il a plutôt une tête de petit cheval, on ne sait pas très bien. Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un repeint par-dessus et que initialement, ce n'était pas une hermine, mais un chien. Et ça n'est pas la même chose parce que non, je dis l'hermine, pardon, la licorne, excusez-moi. La licorne est un symbole de chasteté, tandis que le chien est un symbole de fidélité conjugale. Voilà. Donc en réalité, initialement, c'était un chien qui était représenté. Alors cette jeune femme blonde et d'une grande beauté
Remarquez qu'elle est sans doute dans une loggia, une sorte de balcon, le paysage est sobre à l'arrière, et regardez la qualité du pendentif, hein, la pierre précieuse taillée, la perle en forme de goutte d'eau, ses beaux yeux bleus également. C'est un des très beaux portraits du maître ici, vraiment. Alors voilà une autre Madone qui ressemble beaucoup à la précédente. D'ailleurs, c'est sans doute le même modèle qui a été utilisé pour le visage de la Vierge. Encore la Vierge avec l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste enfant. Et on a la même problématique. Il n'y a pas de voile sur la tête de la Vierge. Il n'y a rien de particulier. L'auréole, bon, les auréoles y sont, mais elles sont tellement délicates, tellement transparentes, que surtout autour de la tête de la Vierge, on la remarque quasiment pas. Et là, alors, il nous livre en arrière-plan un beau paysage maritime, avec une petite ville portuaire, mais toujours, Raphaël en fait partie, les maîtres de la Renaissance nous présentent des villes médiévales encore en arrière-plan, des villes gothiques surtout. Remarquez au premier plan aussi, il y a tout un herbier. Alors comme la Renaissance est une époque qui est passionnée par la botanique, qu'on a les premiers traités de botanique qui sont rédigés à ce moment-là et publiés, on pourrait aussi identifier chacune des plantes. On a la même chose d'ailleurs chez Léonard de Vinci. Alors parmi les plus beaux portraits de l'artiste, il y a celui-là de Agnolo Doni, D-O-N-I. Alors, qui est cet Agnolo Doni? C'est un riche marchand et mécène florentin. Voilà. Il fait partie de ces personnalités qui n'ont absolument rien d'aristocratique dans leurs origines. C'est un homme qui s'est enrichi par le commerce et qui le fait savoir. Remarquez le nombre de bagues qu'il a au doigt, la posture, on voit qu'il est quand même assez fier de sa réussite, mais c'est un homme beau, les cheveux un par un quasiment qui se détachent sur le ciel bleu, et puis ce vêtement très, très digne. Alors, cet Agnolo Doni s'est fait portraiturer avec son épouse, qui est ici, une femme un peu rondelette, mais une belle femme, avec alors un costume qui annonce quasiment les costumes triomphants dans l'art du portrait du XVIIe siècle. Vous voyez, il y a un côté parfois un peu avant-gardiste chez Raphaël. Regardez sur les manches bleues, les motifs du tissu, c'est quasiment un brocart qui est représenté. Là aussi, le nombre de bagues pour montrer que c'est une famille enrichie, la beauté du pendentif également, le léger cordon autour des cheveux. Et puis, ce qui va équilibrer toute la composition, eh bien, c'est ce petit bouquet d'arbres, là aussi, en arrière-plan. Voilà. Et remarquez aussi la manière de peindre les nuages chez Raphaël, où enfin, on a des nuages qui deviennent de plus en plus réalistes. Il semblerait que la couleur préférée de Raphaël était le bleu. Il a une maîtrise des bleus absolument parfaite. Alors, ma photo n'est pas excellente ici, je m'en excuse, mais bon, ça vous donnera quand même une idée de la chose. C'est le célèbre tableau La Muette. Alors, on ne sait pas qui est cette femme, on ne l'a pas encore identifiée, mais il est clair que dans cette période florentine, c'est le moment où Raphaël a côtoyé d'autres grands artistes du moment, dont Léonard de Vinci. Et si vous vous souvenez de la Joconde, la célèbre Joconde, qui ne la connaît pas, il faut reconnaître que la posture de cette femme, également ses mains croisées, voyez-vous comme ça, euh, rappelle assez volontiers la fameuse Mona Lisa del Giocondo de Léonard. Si ce n'est que, contrairement à la Joconde de Léonard, il n'y a aucun paysage là en arrière-plan. Alors on ne sait pas pourquoi, par moment, Raphaël élimine totalement le paysage. On est là dans un univers qui est très, très fermé, voyez-vous, très fermé. Voilà, une femme avec ses yeux transparents, ses yeux clairs, là aussi, mais on voit que c'est une femme, on va dire, d'une fortune déjà moins conséquente que le double portrait que je vous ai montré auparavant. Alors, les grands sujets religieux, bien sûr, continuent aussi d'abonder par ailleurs, hein. C'est le cas de cette magnifique Sainte Famille, dont la composition, vous voyez, est pyramidale. Et en haut de la pyramide, on a le personnage de Saint Joseph. Alors, très important parce que Saint Joseph, vous savez que c'est un saint
bien sûr primordial, à qui Dieu a confié une mission incroyable, hein, d'être le père nourricier de l'enfant Jésus, le protecteur de l'enfant Jésus, vous voyez, et le chef de la Sainte Famille. Et donc, Saint Joseph est l'image du Père éternel. Et comme par hasard, dans cette symbolique de Saint Joseph, image du Père, eh bien, il le met en haut de la composition. Voyez. Et alors, il est là en bon vieillard, voyez, en train de veiller justement sur la Sainte Famille. Bon, il y a également certainement Sainte Anne qui est représentée là aussi, vous voyez. Et puis alors, on a un très joli paysage avec une ville, même ou deux villes fortifiées dans le lointain. Un petit ruisseau également, et puis tout un herbier reconnaissable également autour de ce groupe. Et vous voyez qu'il y a une harmonie de couleurs qui devient de plus en plus chatoyante, mais ce sont les mêmes couleurs qu'utilisait son maître Pérugin. Alors il y a aussi dans cette époque florentine cette grande composition très tourmentée, puisqu'en fait c'est une mise au tombeau. Ce tableau, il est très moderne pour l'époque. Il semblerait que certains sujets religieux ont particulièrement inspiré Raphaël, dont celui-ci. C'est une composition complexe, particulièrement théâtrale, et par là même tellement mouvementée, tellement énergique, que c'est une œuvre un peu baroque avant l'heure. Cela dit, les couleurs, elles, alors, ne sont pas du tout baroques, et on est un peu surpris de voir que paradoxalement, alors que le sujet est dramatique au plus haut degré, eh bien, il y a beaucoup de couleurs différentes qui sont réunies ici, entre les verts, les bleus, les rouges, les jaunes, les violines, vous voyez tout ça, les orangés, beaucoup. Mais quelle tension et puis quelle tête d'expression aussi. On a déjà, et puis on sent le poids du Christ mort, vous voyez ici, soutenu par tous ces personnages sur le linceul, vous voyez, et dans le lointain, remarquez qu'à droite, en haut à droite, on a le Golgotha, avec les trois croix, celle du Christ et des deux larrons, et puis encore ces arbres délicats qui se détachent avec un paysage là vraiment à l'infini. Donc une œuvre tout à fait tragique et complexe qui annonce déjà, je vous disais, les compositions de l'époque baroque. Alors dans la série des Madones à l'enfant avec Jean-Baptiste Enfant aussi, vous avez également celle-là qu'on a d'ailleurs surnommée, comme par hasard, la belle jardinière, ce qui vous montre que par ce titre, on n'y voit pas de prime abord véritablement une vierge à l'enfant, mais plutôt une femme du peuple, élégante, agréable à regarder, avec deux jeunes bambins, voyez-vous, dans un beau paysage. Mais c'est tout. Bon, en réalité, c'est la Madone, bien sûr, on reconnaît les couleurs caractéristiques, mais si vous regardez attentivement, elle a quand même dans les cheveux, qui sont bien rangés, bien noués, vous avez un voile très léger, très transparent, mais qui est quand même là présent. Mais on reconnaît toujours le même modèle féminin hein, que dans les deux Madones du même genre, la Vierge Chardonnay notamment et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il y a aussi la magnifique Sainte Catherine d'Alexandrie, là, qui, alors, elle, est complètement dans une sorte d'état d'extase, qui est, bon, une œuvre, un sujet assez courant à l'époque, mais là, il nous la présente avec beaucoup de noblesse et de dignité. Le ciel qui s'entrouvre, elle a l'air d'être inspirée, et elle est appuyée sur la roue bien connue qui a été l'instrument de son martyre, voyez-vous. Voilà, alors il est clair ici que notre artiste connaît très très bien la sculpture antique et les drapés de la sculpture antique, la fluidité, voyez-vous, la virtuosité de cela. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'élégance dans cette composition, si ce n'est que on se demande alors là particulièrement ce que vient faire ce paysage en arrière-plan. On voit vraiment que c'est le pur décor. Il n'y a aucune corrélation, vous voyez, entre les deux. C'est assez étrange. C'est un peu comme si le personnage était comme découpé et collé sur un paysage. Moi, c'est un peu la sensation que ça me donne.
Alors, nous abordons à présent la période suivante, qui sera d'ailleurs la dernière période et la plus importante, puisqu'elle va carrément aller jusqu'à sa mort, la période où il va vivre à Rome. Alors, étant donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Florence ne sera plus, au début du XVIe siècle, le grand chantier que cette ville a été au siècle précédent, et que c'est Rome donc qui prend le relais à partir du pontificat de Jules II entre 1503 et 1513 et de son successeur, le pape Léon X de Médicis, eh bien, c'est Rome qui va désormais attirer, beaucoup plus que Florence, d'innombrables artistes, et que beaucoup d'artistes d'origine florentine aussi, ou actifs à Florence à ce moment-là, donc vont venir travailler à Rome. Il y a du travail vraiment pour tout le monde. Et là, il va répondre à de très belles commandes. Alors, je vous avoue que j'aime particulièrement cette Madone, parce que je trouve qu'elle sort vraiment de l'ordinaire. Elle n'a plus rien à voir avec la série des Madones que je vous ai présentées, même si il y a toujours l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste enfant, vous voyez. Alors, c'est ce qu'on appelle la Madone du Grand-Duc, c'est-à-dire c'est une commande de Ferdinand III de Toscane. Voilà, une des dernières œuvres, donc, ou plutôt des premières qu'il a réalisées. La commande a dû être passée à Florence juste avant son départ pour Rome, mais l'exécution a été faite à Rome. Alors l'œuvre est en forme de tondo, donc circulaire, et là, il a changé, semble-t-il, de modèle pour cette femme ici qui est la Vierge. Il faut reconnaître qu'il lui donne une silhouette et une posture tout à fait unique à l'époque. Là aussi, il contribue à renouveler l'iconographie mariale dans le domaine de l'art. Je trouve cette Vierge d'une grande noblesse, vraiment. Elle est très belle, et puis alors le mouvement à la fois de sa jambe, c'est une première diagonale, et puis de son cou. Alors elle, par contre, elle est hors du temps. On ne sait pas où elle regarde. Elle est dans une sorte de moment un peu de contemplation. En fait, c'est un peu ce que j'appellerais un dialogue mystique que vous avez là. C'est un sujet d'ailleurs qu'on aime beaucoup à la Renaissance. Et même l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste sont représentés avec beaucoup plus de délicatesse encore. En fait, il est clair que l'art pictural de Raphaël est en train de passer ici encore à un niveau supérieur, vraiment de grande maîtrise, de grande perfection. Et qu'est-ce qui domine encore là-dedans? Ce sont les bleus, une fois de plus, les bleus qui virent au vert, voyez-vous. La robe rouge de la Vierge devient plutôt un vieux rose, vous voyez, toutes les variantes qu'on peut trouver. La perfection de la sandale de la Vierge également, voilà. Donc un tableau qui a beaucoup de classe, vraiment beaucoup de classe. Alors, à son arrivée à Rome, eh bien, une partie de la cour pontificale va demander à être portraiturée par le maître. C'est le cas de cet homme qui est un prélat, qui va être représenté avec beaucoup de réalisme. Il s'agit de Tommaso Inghirami, mort en 1516, qui était un humaniste et un écrivain. Il a été bibliothécaire officiel donc, du Saint-Siège sous le pontificat de Jules II. Jules II l'a même nommé à un moment donné évêque de Raguse. Il est devenu aussi, encore à un autre moment, son secrétaire particulier. Et vous constatez qu'il a un problème au niveau de l'œil droit, puisqu'en effet, il souffrait, depuis sa naissance, d'un strabisme divergent. Eh bien, Raphaël ne l'a pas du tout supprimé, il le montre tel qu'il est. Alors, simplement, pour un peu rattraper la chose, lui aussi lui donne un côté un peu contemplatif. Il regarde un peu comme le ciel, il a l'impression de recevoir l'inspiration, vous voyez, et il a un vêtement, il n'a jamais été cardinal, mais il a un vêtement caractéristique probablement des bibliothécaires du Saint-Siège à l'époque, puisque chaque fonction au Vatican avait un vêtement particulier, spécifique, et avec ce bonnet qui est très courant d'ailleurs à l'époque de la Renaissance au Vatican. Vous voyez les livres devant lui, enfin, il veut nous le montrer comme le parfait humaniste, recevant vraiment cette inspiration. Le pape lui-même, Jules II, va d'abord se prendre de passion pour l'art de ce jeune artiste et va lui demander aussi de réaliser son portrait.
Alors là, ça m'a toujours amusé parce que quand on sait qui était Jules II et qu'on voit de quelle manière Raphaël nous le représente, il y a quand même un certain décalage. Et là, je dois dire que, bon, physiquement, il nous le montre en effet tel qu'il était, mais psychologiquement, là, Raphaël a vraiment adouci, il a assagi le pape. Parce que Jules II, je vous le décris rapidement, c'est un petit personnage qui mesurait à peine 1,50 m. C'était un pape au caractère guerrier, on disait même vengeur, ce qui est quand même très paradoxal pour un pape. Et cet homme s'est battu une partie de son pontificat, lui-même en armure, en tête de son armée pontificale, contre les Français ou contre les Vénitiens qu'il détestait. Mais cela dit, c'est un homme bon, très, très dur et très, très exigeant, ce qui ne transparaît pas du tout ici, puisqu'en fait, il nous le présente, Raphaël, comme une sorte de bon grand-père, voyez, au visage doux, au visage d'un sage, voyez-vous, ce qui n'était pas du tout le cas. Et c'est un des plus grands humanistes aussi de la Renaissance, avec son successeur Léon X. Bon, néanmoins, si ça a été un pape terrible, en effet, c'est grâce à Jules II que nous avons l'actuelle basilique Saint-Pierre, que nous avons aussi la chapelle Sixtine et tant d'autres merveilles. Et il va faire de Raphaël l'un de ses artistes vraiment officiels, en même temps que Michel-Ange, c'est-à-dire qu'il va les faire travailler tous les deux au même moment. L'un, on le verra tout à l'heure, à la décoration de ses appartements privés au Vatican, et l'autre à la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine. Alors voici la Madone Sixtine, qui n'a rien à voir avec la chapelle Sixtine au Vatican, tout simplement parce qu'elle a été commandée par les bénédictins du couvent de Saint-Sixte dans le nord de l'Italie, dans le nord-est, dans la ville de Piacenza, Plaisance. Donc une commande pour l'église abbatiale de ces bénédictins. Et ce tableau est intéressant parce que c'est le premier chez Raphaël qui nous montre cette sorte de levée de rideau, comme au théâtre. Alors carrément, on voit même les anneaux, la tringle, tout, enfin c'est assez amusant. Et là, on découvre donc les nuées, une Vierge à l'enfant splendide, avec là par contre alors le voile traditionnel, plus les couleurs appropriées. Et puis nous avons un Saint-Évêque, qui est même un pape d'ailleurs sur la gauche, non identifié, une sainte non identifiée également à droite, et en bas, les célèbres angelots méditatifs, voyez, au pied de la Vierge et l'enfant. Alors vous savez que ces angelots, même encore aujourd'hui, on ne cesse de les reproduire partout, dans l'imagerie, dans les cartes de Noël et les cartes de vœux, voyez tout ça. Il faut reconnaître que ces angelots sont absolument merveilleux. Vous voyez le réalisme là aussi des nuages, et vous voyez que de part et d'autre de la Vierge, dans les nuages, on voit des têtes d'angelots qui se dessinent dans les nuées. Or, qui ne connaît pas le célèbre tableau qu'on appelle la Vierge à la chaise, puisqu'en fait, elle est sans doute assise sur un trône, une chaise, et on voit donc le balustre de la chaise qui dépasse à gauche, très beau d'ailleurs. Et alors là, aux stupéfactions, vous voyez que vraiment, il y a tous les cas de figure dans sa manière de peindre la Vierge. Puisqu'en fait, autant elle est tout à fait conventionnelle avec le voile, les couleurs, etc., ou alors c'est une femme du peuple, et ici c'est plutôt une femme, on va dire, de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie, avec un voile, mais qui n'est pas du tout le voile traditionnel de la Vierge, et encore moins les vêtements qu'elle porte. Il y a juste la manche de sa tunique rouge, mais le reste, elle a de très beaux, très belles étoffes sur elle, mais même un peu orientalistes d'ailleurs, mais c'est complètement autre chose. Vous voyez, on ne se rend plus compte, chers amis, de cela à notre époque contemporaine. Mais imaginez qu'on vient de se sortir d'un très long Moyen Âge. On avait fixé des manières de représenter la Vierge, et là, on renouvelle l'iconographie, mais de telle manière qu'on fait de la Vierge une femme qui n'est pas une femme sacrée, entre guillemets. Et donc, on assiste de plus en plus, au-delà de la beauté artistique qui est absolument incontestable, bien sûr, on assiste à une forme de désacralisation de l'art chrétien. Et donc, à la 23e session du Concile de Trente, il y aura cette phrase extrêmement connue, je cite,
on bannira des églises tout ce qui est lascif et impur, afin que la maison de Dieu redevienne vraiment une maison de prière. Et je peux vous dire qu'au XVIIe siècle, on ne représentera quasiment jamais la Vierge avec des attributs de ce genre. Alors, il continue également à jongler entre les commandes religieuses et les commandes de portrait. Il est un portraitiste de plus en plus remarquable là aussi. Et alors là, il va carrément portraiturer un de ses amis intimes, qui n'est autre que Baldassare Castiglione, qui était un écrivain et diplomate, et qui a écrit, il était très célèbre en Italie à ce moment-là, même dans une partie de l'Europe, parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'intitulait Le livre du courtisan, qui était en fait une sorte de manuel du savoir-vivre de l'époque. Alors, il est vrai que dans ces milieux très humanistes, bon, le savoir-vivre était très important, surtout là, plus encore dans la haute société à Rome, capitale de la chrétienté à l'époque, vous voyez. Alors, ce Baldassare Castiglione, premier coup d'œil, on a l'impression que c'est presque un Turc enturbané, il n'en est rien. Si vous regardez attentivement, ce n'est pas du tout un turban qu'il a sur la tête, c'est un chapeau un peu bouffant, vous voyez, qui était aussi à la mode à ce moment-là, un chapeau en velours, et regardez comme on sent encore la matière de la fourrure et tout, vous voyez, des étoffes sur ce vêtement, et pourtant le portrait est quand même relativement austère. Par contre, il nous regarde fixement, il est très vivant, il est très présent, il a les yeux d'un bleu transparent. C'est là aussi un des plus beaux portraits réalisés par Raphaël. Bon, il faut dire qu'il affectionnait particulièrement cet homme, il avait beaucoup de reconnaissance envers lui, puisque c'est un homme riche et en plus qui était protecteur des arts, des sciences et des lettres, et semble-t-il collectionneur. À côté de ça, voilà, je vous disais il y a un instant, on retrouve tout à coup une Madone tout à fait conventionnelle, dans laquelle, outre la grande beauté, certes, il n'y a aucune originalité. Là, vous voyez que le manteau de la Vierge lui sert également de voile, donc il pend depuis le sommet de son crâne, dans ce beau bleu de lapis-lazuli. Le visage de la Vierge est assurément le même modèle que pour la Vierge au Chardonneret et au moins 2 ou 3 autres encore. Voilà, c'est une Madone qui est parmi les plus connues là aussi de Raphaël. Alors ce portrait d'un beau jeune homme, très efféminé, il faut bien le dire. Qui est ce jeune homme? Il s'agit de Bindo Altoviti. Bindo Altoviti, c'était un banquier. Et en fait, il est issu d'une famille de banquiers. Son père lui a tout laissé, il va donc lui succéder. Et il était à la tête de la banque la plus puissante de Rome. De même, cet homme, de par ses fonctions, va administrer les fortunes du Vatican, il sera même d'ailleurs le trésorier principal du Vatican, il va aussi être le trésorier de Henri Ier de France et de Côme Ier, duc de Toscane, à Florence. Et de plus, c'était un grand mécène. Alors lui aussi était un ami intime de Raphaël, mais vous voyez, on a d'autres portraits, mais qui ne sont pas de Raphaël par contre, pour ça que je ne vous les montre pas, du même personnage, beaucoup plus mûr, mais là, on a un jeune homme qui est très féminin, c'est vrai, un peu tendancieux, il faut le reconnaître, par contre, d'une grande beauté. Pourtant, le portrait est simple. Il nous le montre, vous voyez, un peu de biais, comme ça, sur un fond vert. Regardez la beauté de ses cheveux blonds. Là aussi, c'est un portrait très réaliste, hein, les pattes qui descendent là jusque sur les joues, vous voyez, et puis bon, je ne pense pas qu'il ait vraiment idéalisé le personnage. C'est un portrait au contraire réaliste, mais on sait par d'autres écrits que c'est un homme qui était bien conscient de sa beauté, qu'il le faisait savoir, mais qui lui aussi aimait, semble-t-il, plus les hommes que les femmes. En tout cas, bon, c'est un tableau qu'on a attribué, enfin, qui était attribué à Raphaël pendant longtemps, mais là, on sait maintenant qu'il est véritablement de Raphaël. Alors, Raphaël est quelqu'un qui, étant donné qu'il est encore très, très jeune et qu'il est mort, hélas, très jeune, c'est quelqu'un qui aime la fête.
il aime la fête, il aime la bonne chère, il aime tout ça, et c'est vrai que il a une double tendance, mais il aime beaucoup les femmes. Et il a eu, pendant quelques années, un modèle dont il est tombé amoureux. Donc, c'est cette jeune femme que vous avez sous les yeux. Ce tableau s'intitule La Velata, c'est-à-dire la femme voilée, hein, la Velata. En fait, il s'agit d'un portrait de Margherita Lutti, modèle devenue maîtresse. Et je pense que si vous lui enlevez le rouge à lèvres, voyez-vous, bon, et si on lui enlevait le voile et tout, à quelques détails près, c'est probablement elle qui lui a servi de modèle pour les madones que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, une très jolie jeune femme avec un collier en agate. Et alors ici, il va l'embellir, voyez, par ce costume avec les manches bouffantes, avec des plis et des replis très complexes, très virtuoses, voyez-vous. Pas de paysage dans l'arrière-plan, pas du tout. Alors, voyez, ce qui est curieux, c'est qu'on peut constater que c'est dans sa période romaine, la dernière de sa vie, que Raphaël prend parfois un style plus officiel et que pour les portraits, y compris de sa chair et tendre, si je puis m'exprimer ainsi, il va se limiter à un fond sombre ou en tout cas à un fond uni. C'est tout. Il va concentrer au contraire, il va se concentrer sur l'expression du personnage, le réalisme, la vérité du personnage, quasiment sa psychologie. Là aussi, un tel costume au premier plan annonce les costumes triomphants de l'époque baroque, hein, dans l'art du portrait. Je pense par exemple à nos grands peintres français, Hyacinthe Rigaud et compagnie, hein, voilà, qui feront des costumes à n'en plus finir, très, très beaux, très virtuoses. Là, on le voit aussi, voilà, un autre portrait qui annonce les grands portraits, les grands costumes du XVIIe siècle. Voilà, il s'agit de portraits donc d'un certain Laurent qui était duc d'Urbino aussi à un moment donné, et avec là alors un rendu de la fourrure hors pair qui se dégage sur ce fond vert une fois de plus. On dirait presque un portrait de François Ier d'ailleurs, hein, il y a un peu de ça, ou d'Henri II, voyez-vous. Ouais, ça aussi, c'est un tableau qui a été attribué seulement à Raphaël pendant longtemps, et maintenant on sait qu'il est véritablement de lui. Alors, parmi les grands sujets religieux, vous voyez que de temps en temps, il y a le thème de la passion hein, du Christ qui revient. Il y a eu la mise au tombeau tout à l'heure, il y a eu un calvaire dans sa jeunesse, mais là, la mise au tombeau et ce portement de croix sont des compositions fascinantes et là aussi un peu pré-baroques, tellement elles sont complexes et théâtrales. Euh, une grande profondeur hein, sur ce tableau, paysage à l'infini. On sent toutes les tensions, et ce qui est très réussi, c'est le groupe des Saintes Femmes en bas à droite, et cette espèce presque de dialogue, mais purement spirituel et douloureux hein, qu'il y a entre la Vierge, la Mater Dolorosa, et son fils, et la manière dont la croix est représentée, c'est très beau parce qu'on sent vraiment le poids de la croix qui est en train de l'écraser, vous voyez, vraiment. Alors voilà le grand Saint-Michel, parce qu'il y a le petit Saint-Michel qu'on a vu tout à l'heure, et puis il y a celui-là qui a été peint 2 ans avant sa mort, qui est là aussi un Saint-Michel beaucoup plus monumental. Vous voyez, il a un style dans la période romaine qui est souvent plus monumental, plus impressionnant. Bon, c'est probablement parce que là, il a tous les antiques sous les yeux, il les étudie. On sait qu'il a même participé à la redécouverte, on est venu l'appeler pour assister à la redécouverte de certaines sculptures que l'on a exhumées sur le site archéologique de la Maison dorée de Néron, près du Colisée à Rome. Et donc, il est en train de repenser, vous voyez, certaines choses dans les silhouettes, dans les proportions, dans tout cela. Et il n'y a plus ce style très léger, très pur, un peu de poupée de porcelaine qu'il avait parfois à ses débuts. Et même les portraits deviennent un peu différents, vous voyez, parce qu'ils peuvent être beaucoup plus développés, beaucoup plus complexes encore.
C'est le cas ici de Isabelle de Requesens, qui était vice-reine de Naples, qui lui a commandé ce somptueux portrait, où alors là, je vous parlais de costume triomphant, alors là, c'est encore plus élaboré ici. On dirait là aussi que c'est presque déjà une peinture du XVIIe siècle. On sent le velours, hein, la matière, ce très beau velours rouge, et puis là aussi les manches bouffantes, complexes, beaucoup de plis et de replis, et puis on est dans l'espace, dans la salle d'un palais, semble-t-il, une petite ouverture par un balcon sur un paysage dans le lointain, mais par contre là, cette jeune femme est hors du temps. Alors elle a un visage un peu de poupée, mais dans quel costume, vraiment quel costume. Alors voici le retour de sa bien-aimée, Margarita Lutti, qui était en fait la fille d'un boulanger. D'où en italien la fornarina, c'est-à-dire la fille du boulanger, c'est ça. Alors ce tableau, c'est une de ses dernières œuvres, en tout cas d'atelier, et c'est un tableau un peu provocateur, parce qu'il nous la montre un peu comme, pardonnez-moi mesdames, une carte de visite, à moitié dénudé, les seins nus, le visage un peu malin, on sait pas, un peu espiègle, mais on reconnaît bien, c'est bien la même femme qui était portraiturée tout à l'heure avec un voile, la velata, c'est la même, voyez-vous. Alors là, est-ce qu'elle sort du bain? On ne sait pas très bien, mais par contre, ce qui est encore plus troublant, c'est que sur son bras gauche, donc à notre droite à nous, il y a un ruban bleu. Alors, je vous le dis parce que je n'ai pas de gros plan, mais sur le ruban, c'est là qu'il a la signature de Raphaël. Donc, il a voulu, vous voyez, c'est très symbolique parce qu'il affiche son nom de manière particulièrement visible sur un ruban, presque comme un bracelet, autour du bras de sa bien-aimée. Comme pour dire, voilà, je vous présente ma bien-aimée, elle est à moi. Je crois qu'il y a tout un développement psychologique aussi à faire là-dessus. C'est la seule œuvre où Raphaël signe d'ailleurs de cette manière-là. Et d'ailleurs, la plupart des œuvres ne sont pas signées du tout. Mais là, non seulement il signe, mais c'est visible. Alors, un tableau de notre genre, là aussi, c'est une de ses dernières œuvres d'atelier. C'est un autoportrait. Alors, Raphaël, c'est le beau jeune homme barbu, cette fois-ci, qui est au fond à gauche, voilà, et au premier plan, qui est cet autre personnage qui semble avoir une certaine complicité, puisque Raphaël lui met la main sur l'épaule. Vous voyez, donc il y a une complicité entre les deux hommes. Alors on pense que c'est Giulio Romano, Jules Romain, qui a été son meilleur élève et collaborateur et même successeur. Giulio Romano qui va terminer un certain nombre de ses œuvres, surtout en matière de fresques, on va y venir dans un petit instant, et en même temps Giulio Romano qui va être par la suite un des plus grands peintres maniéristes. Il va aller décorer le Palazzo Te à Mantoue, hein, pour les Gonzague. Donc c'est un artiste qui lui aussi va se retrouver un peu stylistiquement entre la Renaissance et le baroque. Alors vous voyez que là, ce double portrait, il est assez naturel. Il a presque déjà un côté stylistiquement un peu caravagesque. Alors il continue aussi dans les dernières années, même les derniers mois de son existence terrestre, les portraits officiels. Alors le pape Léon X de Médicis, qui est élu en 1513 à la suite de Gilles II, demande à être portraituré ici avec ses plus proches collaborateurs. Donc vous le voyez avec le costume traditionnel et quotidien de pape ici, assis sur un trône devant un livre d'heures. Alors le côté un peu, pardonnez-moi, brut de décoffrage de ce Médicis, mais ça a été un des plus grands papes du XVIe siècle, un des plus grands mécènes encore même que son prédécesseur Jules II. Alors ici, un portrait de cardinal non identifié, mais très beau, très réaliste là aussi, avec de plus en plus un peu ces effets, vous voyez, de clair-obscur. Bon, est-ce une influence aussi de certaines œuvres en clair-obscur qu'il a pu voir chez Léonard de Vinci? C'est tout à fait possible. Et là, alors, ce qui est le summum, c'est le rendu à nouveau de l'étoffe qui est présentée, c'est-à-dire de la moire de soie pourpre, où on voit les fameux reflets caractéristiques de cette étoffe extrêmement précieuse.
Et puis le portrait du cardinal Bibbiena ici, ce cardinal Bibbiena qui était le secrétaire particulier du pape Léon X. Voilà, qui lui aussi d'ailleurs était un grand mécène et collectionneur. Vous voyez, alors pareil, le rendu de la moire de soie, de sa petite cape qu'on appelle un camail, toutes les bagues aux doigts, vous voyez, qui vous montrent que il a été lui aussi un humaniste. Et bon, il affiche un peu ses richesses, voyez-vous. Mais pareil, on est sur un fond uni, vous voyez, très 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 sobre. Donc, ce sont vraiment des portraits officiels, très dignes d'un niveau, je dirais, plus sérieux. Et je vous parlais de clair-obscur et d'une influence de Léonard de Vinci. Sur ce tableau, ça me paraît tout à fait évident. C'est le jeune Saint Jean-Baptiste que vous avez là, et qui rappelle notamment l'un des Saint Jean-Baptiste, qui il y en a deux, dont le plus grand qui est au Louvre aussi, présenté en clair-obscur, et où en effet nous avons à la fois chez Léonard et ici chez Raphaël quelque chose qui annonce là aussi l'art du Caravage dans les dernières années du XVIe et premières années du XVIIe siècle. C'est un tableau qui est d'un genre tout à fait différent ici chez Raphaël, et peut-être plus encore pour cet immense tableau sur bois qui est conservé à la Pinacothèque du Vatican et qui est la dernière œuvre véritable d'atelier du maître. Alors, c'est la transfiguration, bien sûr, si ce n'est que là aussi, il renouvelle l'iconographie de ce sujet. D'abord, c'est un sujet qui était à l'époque assez rarement représenté, ou en tout cas jamais d'une manière aussi spectaculaire, voire réaliste, puisque là aussi, on a l'impression que c'est un tableau baroque bien avant l'heure. Alors le Christ dans les nuées qui ont un rendu dans les nuages absolument extraordinaire, hein, là aussi de grand réalisme. Les prophètes Moïse et Élie, de part et d'autre, qui sont comme le Christ un peu en lévitation. Au pied du Christ, en haut du mont Tabor, Pierre, Jacques et Jean, qui sont éblouis et même affolés par ce qu'ils sont en train de voir, puisqu'en fait, qu'est-ce que la transfiguration? Le Christ leur révèle sa vraie nature, qui est en fait, il est Dieu, donc il est pur esprit, et en réalité, il manifeste là une petite vision, une petite image de sa gloire. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces personnages qui sont au premier plan, dans la partie inférieure, et qui est quand même la moitié inférieure du tableau? Eh bien ça, c'est complètement nouveau. Raphaël a l'idée de représenter aussi, d'illustrer les versets suivants dans l'épisode, dans les évangiles qui nous comptent l'épisode de la transfiguration. En redescendant du mont Tabor, le Christ dit à Pierre, Jacques et Jean, il leur recommande surtout de ne parler à personne de ce à quoi ils viennent d'assister, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne ressuscite le troisième jour, donc jusqu'à la résurrection. Au début, les apôtres, bien sûr, ne comprennent pas. Mais sur le chemin du retour, à la descente du mont Tabor, ils rejoignent le reste donc, du groupe des apôtres, qui sont représentés donc en bas à gauche, et ils sont accompagnés d'un jeune homme possédé par un démon avec sa famille. Ils ont essayé de le libérer de ce démon et n'y sont pas parvenus. Et donc, c'est le Christ, bien sûr, qui va le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, vous avez dans cette partie inférieure du tableau, autant un apôtre à gauche, vêtu de rouge, qu'un autre personnage à droite, également vêtu de rouge, en train de montrer du doigt et de la main le Christ, comme pour dire, lui seul aura vraiment le pouvoir de libérer cet enfant du démon. Voilà. Et ça, c'est une œuvre complètement singulière là aussi. Aucun autre peintre, même pas par la suite, n'a représenté la transfiguration avec ce double épisode en un seul tableau. Alors sachez que ce tableau avait été commandé pour décorer le dessus d'un autel de la cathédrale de Narbonne, messieurs, dames, oui, de Narbonne. Raphaël a reçu des commandes parfois lointaines. Et puis finalement, le tableau va rester à Rome. Il va être placé dans la nouvelle basilique Saint-Pierre au-dessus d'un autel. Et au XVIIIe siècle, il s'y trouvait encore, mais au XVIIIe siècle, on a dû, pour des raisons de conservation, parce qu'il y avait beaucoup de remontées d'humidité dans la basilique Saint-Pierre, donc on a décidé d'enlever tous les tableaux, de les mettre à l'abri et de les remplacer par des copies les plus parfaites possibles, mais en mosaïque.
Donc, vous avez dans la basilique Saint-Pierre, dans la nef de gauche, un autel surmonté de la mosaïque qui figure dans la réplique de ce tableau de Raphaël. Et donc là, l'original, il faut le voir au musée du Vatican. Là, vous le voyez donc restauré avec des couleurs extraordinaires. Et puis, cette luminosité, cet éclairage violent, un peu de coup de flash, qui annonce une fois de plus le Caravage. Voilà, regardez la légèreté, la noblesse du Christ ici, encadré donc de Moïse et Élie. Bon, là, la photo est moins bonne, mais vous voyez le détail au premier plan, où l'on voit le jeune homme avec les yeux révulsés, hein, parce qu'il est possédé par le démon. Alors, dans la période romaine, c'est moins connu, mais Raphaël a également peint in situ des fresques. Alors, il va aussi être un remarquable peintre fresquiste. Ça, c'est un aspect qui était peut-être un peu moins connu, sauf pour les appartements de Jules II au Vatican. Jules II et Léon X, son successeur. Là, nous sommes dans la basilique de Sainte-Marie de la Paix, au cœur de Rome. Et en entrant à droite, vous avez tout ce mur qui couronne une chapelle latérale avec des sibylles, c'est-à-dire ces prophétesses aussi, hein, dans l'Ancien Testament. Et là, on a par contre une influence certaine de Michel-Ange à la voûte de la chapelle Sixtine. N'oublions pas qu'à ce moment-là, Raphaël était en train de décorer les appartements de Jules II et Léon X, et qu'à quelques mètres de là, Michel-Ange travaillait en même temps à décorer la voûte de la Sixtine. Donc, ils se sont côtoyés, ils ont visité les chantiers réciproquement. Et Michel-Ange est quelqu'un d'inoubliable, d'une personnalité hors du commun aussi, presque un baroque avant l'heure lui aussi. Et donc, dans la silhouette de ces sibylles, surtout dans la partie droite, il y a des silhouettes qui sont franchement michelangelesques. Voilà, vous les voyez ici sous un autre angle. Bon, là, c'était avant restauration ici. Voilà, la même figure, vous voyez, après restauration. Vous voyez cette sibylle-là, avec ce vêtement un peu rouge, bon, elle a des bras, mais qui sont des bras masculins, parce que Michel-Ange faisait en fait des corps masculins également pour les femmes, vous voyez, donc pour qu'on les voit bien de loin, hein, puisque la Sixtine, c'est 21 mètres de hauteur à la voûte, vous voyez. Voilà donc l'influence ici, vous voyez. Et puis également, Raphaël a peint tous les compartiments et aussi entre les fenêtres, la coupole de la chapelle Chigi, c'est-à-dire les grands banquiers originaires de Sienne, qui avaient une chapelle funéraire dans la basilique Sainte-Marie du Peuple à Rome. Donc cette très jolie chapelle, d'abord c'est une des rares œuvres architecturales du maître. Il a dessiné donc le plan centré de la chapelle et il a peint l'intérieur de la coupole. Alors pour terminer, je vais vous montrer donc Raphaël, peintre de fresques. Donc il faut une technique rapide, très sûre, très efficace quand on réalise une fresque. Et Jules II donc va lui commander vraiment cette décoration. Il ne veut surtout pas vivre dans les anciens appartements des Borgia, qui étaient ses ennemis jurés. Donc il veut de nouveaux appartements qui se fait aménager, dont les pièces d'ailleurs ne sont pas très grandes. Et voici donc déjà la chambre d'Héliodore. Alors, on a toutes sortes de sujets de l'histoire de l'Église, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de symboles et aussi de mélanges de thèmes païens, même mythologiques, et de thèmes chrétiens. On est vraiment dans les appartements de deux grands papes humanistes. Nous voici dans la chambre de la signature, qui était en fait le bureau privé du pape. Alors là, il y a deux fresques importantes dans cette salle qui sont en vis-à-vis, en face à face, en symétrie. À gauche, vous la voyez, c'est la célèbre école d'Athènes, qui est en fait une allégorie qui résume toute la pensée antique à travers toutes ces figures majeures. Alors, je vais vous montrer voilà, de face. Vous voyez, au centre, par exemple, le grand personnage barbu habillé de rouge, c'est Platon, mais à travers la silhouette de Léonard de Vinci. Il rend aussi hommage à un certain nombre de personnalités de son temps. Vous avez tout à fait en bas, au premier plan, ce personnage un peu recroquevillé sur lui-même, appuyé un peu comme un penseur, vous voyez vraiment. Bon, et bien là, c'est les traits de Michel-Ange à travers la figure de ce grand personnage qui a été Héraclite
dans l'Antiquité. Voilà. Et on pourrait reconnaître des quantités d'autres personnages, de même que Raphaël, c'est une fois de plus portraituré, tout à fait sur la droite, le jeune homme avec qu'on aperçoit entre deux autres, avec un chapeau noir, et on le reconnaît bien. Voilà. Et tout cela est dans un intérieur architectural des plus grandioses, à l'antique, mais qui n'est pas sans évoquer la grande nef de la basilique Saint-Pierre en cours de construction à quelques mètres de là au même moment. Vous voyez également les couleurs qui sont là aussi, malgré, bien que ce soit des fresques, le Raphaël coloriste se retrouve là aussi, bien sûr. Et donc, en face, dans la même chambre de la signature, vous avez cette autre fresque de notre genre qu'on intitule, curieusement d'ailleurs, la dispute du Saint-Sacrement. Alors, en fait, cette dispute du Saint-Sacrement symbolise la victoire de la théologie catholique sur la pensée antique. Et donc, on a bien deux parties bien distinctes. Le rez-de-chaussée, avec des théologiens, papes, cardinaux, docteurs de l'Église, autour de l'autel sur lequel le Saint-Sacrement est exposé dans l'ostensoir. Et puis, du ciel bleu, et enfin, le plancher céleste, ce sont les nuages, et là, vous avez le Christ en gloire, la Vierge, Jean-Baptiste, et les apôtres également de part et d'autre, et aussi des anges. Voilà, et puis même carrément toute la Trinité réunie. Voilà, et le Christ montre ses plaies, d'ailleurs, les mains ouvertes, vous voyez. Donc, en fait, c'est pour insister sur la véracité de la présence du corps du Christ, de son âme, de sa divinité et de son sang dans le Saint-Sacrement, qui est le dogme numéro 1 de l'Église catholique, encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant de voir ça, parce que c'est peint là, à la veille de la terrible année 1517, qui va voir naître le protestantisme, chers amis. Donc c'est le début d'une crise spirituelle sans précédent. Voyez. Alors, on a également la chambre du Borgo. Alors, le Borgo, ça veut dire le bourg. Le bourg, c'est le quartier médiéval qui est là aux portes du Vatican, qui existe d'ailleurs encore en partie aujourd'hui. Il est sur la droite, quand on est face à la basilique Saint-Pierre, il est sur la droite, derrière la colonnade du Bernin. Et dans ce Borgo, bon, il y a toutes sortes de choses qui se sont déroulées, notamment un incendie, voyez. Et on voit au fond le pape qui apparaît à la loggia en signe de bénédiction. Et c'est le pape Léon IV. On dit que, alors que l'incendie était particulièrement ravageur, ce simple signe de bénédiction de la main du pape a mis fin à l'incendie. Et ici, Raphaël, en bon artiste de la Renaissance comme il se doit, lui aussi nourri de culture antique et notamment de mythologie, et bien sur la gauche, là, vous avez ce jeune homme musclé qui porte sur ses épaules ce vieillard un peu décharné. Et bien, il introduit là le thème de Énée et son père Anchise, voyez-vous, que le Bernin sculptera d'ailleurs beaucoup plus tard aussi au XVIIe siècle. Vous voyez le mélange qu'on a de profane et de sacré là-dedans. En tout cas, bon, il y a une tension extraordinaire dans cette composition. Et puis alors des choses au contraire beaucoup plus poétiques et sereines. Ici, c'est une allégorie justement de la poésie. On a tout le Parnasse réuni, on a des musiciens. Enfin, c'est, vous voyez, bon, ce mélange est quand même très troublant et quelque part de profane et de sacré, qui vous montre à quel point l'humanisme de la Renaissance était infiltré très profondément jusque dans les arcanes du Vatican. Alors, une des choses les plus remarquables dans cette décoration des appartements de Jules II et Léon X, nous sommes dans les appartements du pape. Le pape est successeur de Saint-Pierre. Donc, il faut qu'à un moment donné, on représente un épisode de la vie de Saint-Pierre. Et là, eh bien, Raphaël choisit de représenter ce qui est conté dans un passage du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la délivrance de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre a été emprisonné plusieurs fois, notamment à Jérusalem. Et cet épisode, alors cette scène ici, elle est en trois parties. Vous voyez qu'au centre, derrière les barreaux, on devine Saint-Pierre qui est assoupi et qui est enchaîné. Il y a deux gardes également en armure. Un ange dont lui apparaît dans ce halo lumineux, le réveille, brise les chaînes et lui dit « Viens et suis-moi ». Et donc, à droite,
vous avez Saint-Pierre qui est passé à travers les murs de la prison, accompagné de l'ange. Et de l'autre côté, à l'opposé, vous avez les gardes qui sentent que quelque chose est en train de se passer. Et au premier plan, il y en a un qui d'ailleurs est de dos, c'est très moderne pour l'époque, cette composition. Il est en train de donner l'alerte. Et vous avez un paysage nocturne avec, regardez sur la gauche, le croissant de lune. Mais le plus formidable, c'est que regardez, au-dessous de cette fraise, il y a une fenêtre, une vraie fenêtre. Et que donc, la gageure de cette partie-là, c'est que Raphaël a dû peindre cette fresque dans un endroit qui est à contre-jour. Et bien finalement, le halo lumineux de l'ange semble rattraper le contre-jour, voyez-vous, de cette fenêtre. Voilà le détail de l'ange, qui est très, très beau d'ailleurs. Et voilà l'ange et Saint-Pierre hors de la prison. Alors, dans la même pièce, vous avez aussi le pape Jules II qui s'est fait représenter, vous voyez, agenouillé de profil en prière, avait vêtu de blanc et de rouge. On reconnaît le bon vieillard barbu que je vous ai présenté tout à l'heure, en train d'assister à une messe. Alors, c'est le miracle eucharistique de Bolsena. C'est un miracle qui s'est déroulé dans la petite localité de Bolsena, non loin d'Orvieto, au XIIIe siècle, où juste après la consécration, le prêtre qui est en train de célébrer, au moment de la fraction de l'hostie pour communier, l'hostie a saigné et le sang donc a coulé sur le linge d'autel, le corporal, juste au-dessous. Alors ce corporal, d'ailleurs, sachez-le, chers amis, il est conservé aujourd'hui dans la cathédrale d'Orvieto. On le sort en procession chaque année au mois de juin, au moment de la fête Dieu. Et ça fait partie des 150 et quelques miracles eucharistiques qui se sont déroulés depuis le 8e siècle à travers le monde. Et curieusement, le pape Jules II a voulu se faire représenter comme si lui-même avait assisté à ce miracle eucharistique. Voilà, donc c'est ce que nous livre ici Raphaël. Alors, à quelques mètres des appartements de Jules II et Léon X, il y a, alors là, vraiment, la partie administrative dans les bâtiments, vraiment le cerveau même du gouvernement de l'Église, ce qu'on appelle les logias du Vatican. Alors voilà, un peu en vol d'oiseau, voilà la cour Saint-Damas, la partie haute de la cour Saint-Damas, qui est accolée au palais apostolique, au Vatican. Cette cour Saint-Damas, donc on vient de la terminer à l'époque, et on demande à Raphaël de peindre chacun des étages. Alors vous voyez qu'il y a 3 étages fermés par des grandes baies vitrées, lesquelles n'existaient pas à l'époque. Les galeries étaient à ciel ouvert. Et en fait, ces galeries distribuent beaucoup de pièces qui sont en fait des bureaux, des lieux, des instances où siègent tous ceux bien qui sont en train d'administrer l'Église, qui gouvernent l'Église autour du pape. Donc, il y a même le bureau d'ailleurs privé du pape dans une de ces pièces encore aujourd'hui. Donc, c'est un lieu, vous en doutez bien, où il est très difficile d'accéder. Je dois vous avouer humblement que j'ai eu une chance dans ma vie, une seule fois, et sans doute la dernière, de pouvoir y entrer et de voir donc les fresques de Raphaël en question. En effet, toutes les galeries sur les 3 étages ont été décorées de fresques par Raphaël. Alors voilà, une de ces galeries. Eh bien, je trouve qu'en même temps, c'est un Raphaël beaucoup moins inventif, beaucoup moins original que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On voit que c'est quelqu'un qui est complètement nourri plus que jamais des modèles de peinture antique, puisque dans les sites archéologiques qu'on dégage à Rome, il y a beaucoup de traces également de peinture et de fresques, puisque les Romains étaient d'excellents peintres aussi et décoratifs, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il s'inspire beaucoup de cela, et c'est un peu un plagiat, dans bien des cas, d'éléments purement antiques. Alors, il y a toute une série de petites coupoles, travée par travée, sur une base carrée, qui présentent, des panotages et des architectures en trompe-l'œil. Et dans les panneaux, on a un certain nombre d'épisodes de l'Ancien Testament et également parfois de sujets mythologiques. Alors ça, c'est au dernier étage, au 3e, vous voyez, ou alors là, on a carrément le rouge et le blanc pompéien à la voûte. Voilà un détail contre l'un des piliers, vous voyez, avec ces rinceaux, ces entrelacs.
ces motifs très raffinés que Raphaël a vus sur les parois de la maison dorée de Néron. Et là, alors, on dirait que c'est encore plus un plagiat de décors strictement antiques. Vous voyez qu'il y a des cheminées dont le manteau, sans doute en marbre, a été arraché. Ça, c'est les suites des dégâts du sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527, donc 7 ans après la mort de Raphaël. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que Raphaël a été influencé aussi à la fin de sa vie par Michel-Ange, qui travaillait tout près de là à la chapelle Sixtine. Eh bien, c'est le cas encore pour ces loggias, où l'on trouve des représentations du Père éternel, des silhouettes à échelle réduite, mais très proches du style de Michel-Ange à la voûte de la Sixtine, y compris pour les couleurs d'ailleurs. Voilà, ici, vous avez Dieu le Père en train de créer les animaux. Là, en train de créer la terre, vous voyez, du bout du doigt, ça doit vous rappeler aussi, en effet, certaines fresques de la voûte de la Sixtine. Ça, ce sont des parties purement symboliques, allégoriques. Ou encore ici, avec des couleurs, vous voyez, assez vives, parce qu'on doit les voir de loin là aussi, l'épisode dans l'Ancien Testament de Moïse sauvé des eaux. Regardez l'intensité des bleus et surtout des orangés. Ou encore le célèbre épisode du veau d'or, où Moïse vient de recevoir, Moïse, on le voit, le bon vieillard, avec les tables de la loi à la main, en train de descendre du Sinaï au fond à gauche, et au moment où Dieu a fini de lui dicter, enfin de lui écrire les 10 commandements, le décalogue, il lui dit, maintenant redescends, car ton peuple s'est corrompu. Et c'est exactement ce que vous avez là sous les yeux. Le peuple s'est mis à fondre un veau d'or avec tous les bijoux qu'avait chacun et à adorer donc à nouveau une idole. Regardez là aussi l'intensité des couleurs et du coup les reliefs et la profondeur de ces fresques. Alors, dernière chose, Raphaël va aussi décorer de fresques toujours, sur des thèmes mythologiques cette fois-ci, la villa, la Farnésine, qui est en fait tout près du Vatican, en bordure du Tibre, dans le quartier du Trastevere. Alors la Farnésine, c'est une villa qui a été construite initialement pour le Siennois Agostino Chigi, qui était donc l'équivalent des Médicis à Florence en tant que banquier. Il a été aussi trésorier du pape Jules II à un moment donné. Et Agostino Chigi, d'ailleurs, va mourir la même année que Raphaël, en 1520. Et en fait, la villa a été construite entre 1508 et 1511 par l'architecte Baldassare Peruzzi, et elle sera donc rachetée après la mort en 1520 donc de Chigi par la famille Farnèse, d'où le nom de Farnésine, tout simplement. Donc c'est un nom qui est finalement plus récent. Alors cette villa, la voici, elle a un plan en U, avec 2 ailes, vous voyez, en retour. La loggia du rez-de-chaussée, avec ses arcs plein cintre, n'était pas vitrée initialement, elle était ouverte sur le jardin directement, à tous les vents. Et c'est dans cette loggia qu'il y a d'ailleurs les plus belles fresques de Raphaël. Alors Raphaël n'aura même pas le temps de terminer le chantier, puisque le premier étage, il a à peine esquissé, il sera totalement terminé par ses meilleurs élèves et collaborateurs, dont Sodoma et Giulio Romano et d'autres encore. Voilà l'intérieur de la loggia. Alors, à la voûte, vous avez dans la partie centrale, où il y a beaucoup de monde réuni, ce sont les noces d'amour et psyché. Et donc, à ces noces, toutes les autres divinités que vénéraient les Romains à la suite des Grecs, d'ailleurs, sont conviées, sont réunies. Voilà, alors là, on a des couleurs un peu crues, mais c'est assez différent. Je trouve là aussi que ça n'a pas la puissance, la dimension des décors des appartements de Jules II et Léon X. C'est très différent. Mais bon, voilà, c'est un autre aspect aussi de la carrière de notre artiste. Voilà un détail donc sur toutes ces divinités. Voilà une autre salle du rez-de-chaussée. Bon, il a réalisé une partie de la voûte. Là, il a collaboré avec d'autres artistes. Mais c'est surtout, vous voyez, c'est hyper compartimenté d'ailleurs.
C'est surtout la scène qui est à droite, là, sur le mur, qui est le triomphe de Galatée, que voici, qui est totalement ici de la main de Raphaël. Et puis au premier étage, je vous montre quand même rapidement ce qu'il a à peine esquissé et que termineront ses élèves et collaborateurs, avec des grandes architectures en trompe-l'œil sur les murs. Comme la villa est en bordure du Tibre, eh bien, vous avez au centre, à travers les colonnes, on voit un balcon et on voit le Tibre qui coule en contrebas. Et sur l'autre rive du Tibre, on voit Rome telle qu'on la voyait à l'époque, avec des clochers gothiques, d'ailleurs, qui depuis ont disparu, vous voyez. Donc on est dans un style là qui est là aussi entre Renaissance et baroque, d'ores et déjà. Vous voyez l'intensité aussi des couleurs, les marbres sont parfaitement imités. Et dans la chambre à coucher, on a là aussi une grande scène nuptiale, voyez-vous, de ce beau jeune homme, enfin ces jeunes hommes d'ailleurs, il y a toute une cour à de représenter là, très efféminés, avec énormément de détails aussi et d'audace dans les perspectives. Bon, on voit que le style commence à s'alourdir et avec un goût un peu parfois pour la bizarrerie, ce qui est une des caractéristiques du maniérisme, vous voyez. Voilà, et bien, c'est en effet en 1520 qu'est mort donc Raphaël. Raphaël qui est mort à Rome, qui est mort de la malaria, car n'oublions pas que la ville de Rome était assez insalubre encore à l'époque, elle était très marécageuse. Il y avait donc beaucoup de moustiques, donc le paludisme, donc malaria, paludisme, c'est la même chose, vous le savez, faisait encore parfois des ravages. Et depuis quelque temps, Raphaël souffrait de fièvre. Et puis, en fait, un jour, il y a eu donc une poussée de fièvre particulièrement forte, plus violente que les autres, et il en est mort. Et donc, on sait aujourd'hui que c'était tout à fait cette maladie. Voilà, il est mort vraiment. Vous voyez qu'il a produit en quelques années un nombre quand même effarant d'œuvres. Il a beaucoup plus peint que Léonard de Vinci. De Léonard de Vinci, on a peut-être allé une vingtaine d'œuvres, même pas, alors que je ne les ai pas comptées, mais voyez, pour Raphaël, on en a plusieurs dizaines, hein, donc c'est quand même plus toutes les fresques que je viens de vous présenter. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment, je vous écoute bien volontiers. Merci, Monsieur Sanchez. Ah, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, la dernière image. Voilà la phrase de Vasari. Quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui. Voilà. Il est vrai que cette année 1520 a été vraiment un grand tournant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je vous écoute. Alors, nous allons activer effectivement, voilà, les micros. Voilà, vous avez la main sur vos micros, vous pouvez éventuellement poser des questions à Jean-Michel Sanchez. Allez-y, n'ayez pas peur, je vous écoute. Il n'a jamais peint de paysage sans personnage. Non, jamais. À l'époque, le paysage, c'était pas quelque chose qui était dans l'air du temps. Non, non. Le paysage accompagnait toujours quelque chose. C'était un peu un fond. Donc, les paysages en tant que tels, c'est à partir du XVIIe siècle, surtout, qu'on en fera. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bonjour, c'est Christiane. Oui. C'est très, très impressionnant l'évolution de Raphaël, effectivement, entre ces vierges éthérées et puis ces décors très, très opulents et très riches. Et on se demande ce que ça aurait donné s'il avait vécu beaucoup plus longtemps. Il aurait tombé dans le maniérisme vraiment. Il est vrai que c'est lui qui a ouvert la porte du maniérisme, hein, tout à fait. Hein, parce que moi, je suis, vous voyez, plus je regarde les tableaux de Raphaël et plus je découvre des choses encore, et j'espère encore longtemps, parce que vous avez vu dans les derniers tableaux, il y a au moins 3 ou 4 œuvres qui sont, avec dont le clair-obscur annonce en effet beaucoup Caravage. Hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, il a un style peut-être plus tourmenté dans les dernières années de sa vie. Alors, est-ce que c'est les éléments, les fièvres qu'il avait par moment? Je ne sais pas. D'autres questions? Bonjour, je voudrais poser une question sur les débuts.
sur les débuts du peintre. Oui. Son père tenait un atelier. Alors oui, son père a eu, on n'a pas beaucoup de renseignements sur son père, donc je Oui, pourrais pas c'est vous ça en... la question que je voulais poser. Donc, il Donc, on a semble qu'il ait travaillé dans l'atelier de son père, enfin oui. qu'il ait appris là. Est-ce que c'était courant et est-ce que le père, enfin les parents, favorisaient spécialement leurs enfants lorsqu'ils avaient plusieurs élèves? Alors là, on a tous les cas de figure. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'au XVe et XVIe siècle, être artiste, c'était dans l'ensemble bien vu, parce que l'Italie était un gigantesque chantier partout. Mais le fait de travailler aux côtés donc, du père, il y a énormément d'exemples de ce type dans toute l'histoire de l'art, toute période confondue. C'est vrai que les écoles des beaux-arts, tout ça n'existait pas. Nous, aujourd'hui, on est omnubilés par les écoles, par les diplômes, plus encore, mais on oublie que ces grands maîtres, quelquefois, sont presque des autodidactes, en fait, parce que leurs premiers professeurs leur ont donné, oui, quelques rudiments, mais après, je dirais que c'est un travail très personnel et souvent réalisé seul. Vous voyez, voilà. Donc, sur le père, on n'en sait pas plus. Il avait probablement un petit atelier, mais on n'a pas retrouvé grand-chose, en fait, à son sujet, ni même de ses œuvres. Voilà. Mais c'est sûr qu'il a été vraiment le premier professeur. Je peux poser une autre question? Oui, oui, allez-y. Oui, vous parlez de Raphaël, de Vinci, de Michel-Ange, qui se voyaient quand même de temps en temps. Est-ce Oui. qu'ils formaient un groupe de pression, hein, pour orienter leurs arts respectifs? Et est-ce qu'ils parlaient entre eux enfin, des manières de peindre, de sculpter, des améliorations qu'on peut faire, etc. Est-ce qu'il y avait des échanges ou c'était seulement des gens qui comptaient dans les arts du pays de Rome en particulier? Non, je pense qu'il y avait des échanges. Le problème, c'est qu'on n'en a pas de preuves vraiment concrètes, mais quand on voit l'influence de l'un sur l'autre, il est évident qu'il y avait des échanges. Bon, après, malheureusement, vu que la période est ancienne, on a perdu beaucoup d'archives sur ces gens-là, mais il est certain que si on réfléchit un petit peu, avec un peu de bon sens, on imagine que quand vous avez dans la pièce voisine un autre grand maître qui travaille en même temps que vous, mais vous pouvez que vous côtoyer, c'est évident. C'est évident. Alors même si les personnalités étaient toutes très différentes les unes des autres, et que par exemple, Michel-Ange avait ce qu'on appellerait aujourd'hui un caractère de cochon, parce que c'est tout à fait ça, il était bougon, bourru, vous voyez, et tout. Au contraire, Raphaël était beaucoup plus extraverti, beaucoup plus extraverti. Et Léonard de Vinci il aimait la fête, mais il avait un côté quand même beaucoup plus réservé, plus intériorisé, vous voyez. Donc voilà, c'était des personnalités complètement complémentaires. Mais moi, j'ai jamais lu qu'il y ait eu vraiment de rivalité particulière entre eux. Je pense qu'ils étaient très fascinés les uns les autres parce que chacun était capable de réaliser et par la vision du monde justement qu'ils avaient. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, c'est Christiane encore. Oui, Sur la découverte des ruines et de la maison dorée de Néron? de Néron, Oui. donc il a été invité à participer aux fouilles et à En découvrir. fait, n'ont pas participé aux fouilles. En janvier 1506, on était en train d'exhumer sur le site de la Maison dorée de Néron des sculptures remarquables qui sont conservées aujourd'hui au Vatican dans la cour du Belvédère. Alors c'est l'Apollon du Belvédère, c'est le célèbre Laocoon, hein, le prêtre avec ses fils et le gros serpent qui les entoure, vous voyez, bon, voilà, tout ça, des sculptures à vous couper le souffle, vraiment. Et donc, on a invité Raphaël et Michel-Ange, on est venu les chercher dans leurs ateliers respectifs pour leur dire, venez vite, on est en train d'exhumer des œuvres qui vont vraiment vous intéresser.
Et du coup, on les a fait pénétrer dans le site archéologique par une cavité, un peu comme des grottes d'ailleurs, hein, et on leur a montré cela, et ils ont vu également ce qui avait été dégagé d'ores et déjà, les parois avec des restes de fresques peintes, vous voyez, voilà. Donc ça les a beaucoup marqués, hein. Mais il faut dire que la ville de Rome était en grands travaux d'urbanisme déjà tout simplement, et en grattant le sol, on a exhumé partout des œuvres d'art fabuleuses. Merci. Autre question? Bien, je crois qu'on va pouvoir rendre Voilà. l'antenne. Jean-Michel, un grand merci en tout cas pour Merci cette à très vous. belle conférence sur Raphaël. 95 personnes en ligne aujourd'hui. Merci C'est à tous. super, merci, merci encore. Et je tenais aussi à soulever en tout cas votre engagement, votre talent. Et nous venons effectivement de recevoir un courrier qui vous est adressé de la part du président de la région concernant un article aussi de presse qui est sorti récemment par rapport à la dernière conférence en ligne que nous avons proposée avec Francesco Bormini. Et donc, je vais vous envoyer ce courrier qui, en tout cas, c'est une reconnaissance, je pense, méritée de votre travail. Voilà, Merci beaucoup. félicitations, merci encore. Merci. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine conférence la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.